Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Base Me Fuel, le podcast qui va vous permettre d'approfondir vos connaissances et alimenter vos cerveaux. Aujourd'hui, j'ai un invité d'honneur, Ulrich Rudi Mbale. On va parler de sujets allant de l'histoire riche du Congo, le conflit qui se passe à l'Est, toute la guerre qui se passe. On va parler également des acteurs qui sont impliqués là-dedans et on va parler des différentes ressources qui sont disponibles aux gens qui désirent justement créer un changement, que tu fasses partie de la diaspora congolaise ou que tu es juste quelqu'un qui est curieux et qui désire t'impliquer. On va également partager différentes ressources. Alors sans plus tarder, commençons. Salut Eric, ça va bien? Ça va bien, David, et toi? Yes, ça va bien. Je voulais commencer par te remercier justement d'avoir accepté mon invitation à participer au podcast. Merci à toi pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là ici aujourd'hui. Puis je pense que c'est un sujet très intéressant Euh, duquel tu m'as invité de parler, donc j'ai hâte. je voulais commencer un peu avec un icebreaker un peu pour rentrer dans le sujet. Je voulais te demander, on sait que présentement justement c'est le Black History Month. Je voulais savoir pour toi, qu'est-ce que ça signifie le Black History Month? Mhm. Ben, tu sais, c'est une question qui est quand même assez intéressante parce que je pense que ça suscite beaucoup de débats au sein des différentes communautés noires. Mhm. Moi, personnellement, j'ai toujours eu un peu de difficulté, je te dirais, avec euh, le concept parce que je trouve que parfois on a tendance, on va dire, à se contenter, on va dire, du status quo duquel on est, toujours raconter les mêmes histoires, on vient toujours avec les mêmes sujets. Ouais. Mais au cours des dernières années, je te dirais, je vois de plus en plus l'utilité d'utiliser ce mois-là, en fait, comme une plateforme Ouais. pour parler des sujets qui nous concernent, sensibiliser les gens sur notre réalité au quotidien et juste essayer de faire une différence. Donc, je pense que c'est un excellent outil qu'on Mhm. peut utiliser à ces fins-là, mais que si on veut réellement voir une différence, faut pas se limiter seulement, disons, au Black History Month pour faire du contenu ou pour soulever des débats sur des sujets qui nous regardent. Non, c'est vraiment bien dit. Mais comme tu as dit, moi surtout que j'étais souvent en région, tu vois, quand je suis parti à l'université, j'étais dans une ville qui était un peu plus petite, comme à North Bay. OK. Alors je trouvais que ce mois-là, c'était vraiment une opportunité également pour souligner justement les figures marquantes de l'histoire et également permettre aux gens, peut-être d'autres ethnicités, de comprendre c'est quoi la réalité d'être noir, Ouais, les choses auxquelles on vit quotidiennement. Mais comme tu as dit, c'est pas quelque chose qui devrait se limiter à un mois, c'est quelque c'est chose qu'on ça. devrait faire à l'année longue et que même les organismes devraient vraiment participer à mettre en lumière ce qui Exactement, est ouais. fait. Je voulais vraiment toucher, on voit ces derniers temps vraiment au niveau des réseaux sociaux, il y a Mhm. beaucoup de gens qui ont partagé un peu la situation qui se passe à l'est du Congo. Ouais. Alors, j'aimerais un peu que tu touches pour justement les auditeurs, les personnes qui sont sur Internet, qui savent pas la situation qui se passe en RDC. Pourrais-tu un peu nous expliquer c'est quoi qui se passe en ce moment? Bien sûr, bien sûr. Ben, en ce moment, il y a une guerre au Mhm. Congo. Plus précisément, comme tu l'as dit, c'est dans l'est du pays. Il y a un groupe terroriste dénommé le M23 qui a pris le contrôle de plusieurs localités dans deux provinces à l'est, qui sont le Nord Kivu et le Sud Kivu. Mhm. Donc, ils ont même pris le contrôle des deux capitales respectives de ces provinces qui sont Goma, la troisième plus grosse ville Ouais. en République démocratique du Congo, et Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Ça, ce sont des organisations, je te dirais, certains les appellent de rebelles. Le gouvernement congolais les a qualifiés de groupes terroristes parce qu'en Mhm. fait, essentiellement, c'est une guerre qui dure depuis Ouais, plus ça de fait 30 longtemps. ans. Ouais. Exact, ça fait vraiment longtemps. Et ils terrorisent vraiment la population. On parle de millions et de millions de Mhm. meurtres. C'est la plus grosse crise humanitaire en termes de déplacés qui a été causée. On parle de plus de 7 millions de déplacés. Bon. Donc c'est énorme. Il y a certains pays que leur population, c'est même pas Ouais. 7 millions de personnes, you know. Donc c'est vraiment ça qui se passe. C'est des groupes qui sont lidés par des personnes contre qui des mandats internationaux ont été émis pour crimes Mhm. de guerre, crimes contre l'humanité. Ouais. Et donc c'est une situation qui dure depuis très longtemps. Ouais. Déjà dans les derniers, il y a une ressurgence, il y a une émergence vraiment de ces mouvements dans les dernières années. Ils ont pris en force Ouais. et on compte déjà des milliers de morts depuis seulement les 2 à 3 dernières semaines. Mais c'est ça que je trouve fou quand même, comme quelque chose qui se passe pendant autant d'années et que j'ai juste l'impression que c'est à certains moments, après quelques années, tu vois, comme
j'ai l'impression que c'est comme des trends qui reviennent. Tu Mhm. vois, il y a quelques années, les gens postaient fort. C'est vrai. Après, c'est comme si les gens stannent, ils oublient le conflit un peu. Et après, quand quelque chose se passe, les gens recommencent à poster. J'aimerais savoir pourquoi tu penses, pour toi, que cette guerre est pas autant médiatisée et que peut-être elle est mal comprise par beaucoup de gens. Mhm. Selon moi, c'est sûr que le fait que la guerre n'est pas médiatisée, ça a pour effet direct que beaucoup de gens ne comprennent pas la nature du sujet. Mhm. Mais moi, je pense que c'est un conflit qui est passé sous silence. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, on le dit pas assez souvent, il y a beaucoup d'acteurs congolais Mhm. locaux qui bénéficient du status quo, de la situation actuelle, mais il y a énormément d'acteurs internationaux, que ce soit des multinationales, Euh, que ce soit des gouvernements qui bénéficient de cette situation. Euh, à la source de ce conflit-là, il y a ce qu'on appelle les minerais critiques, mhm. qui sont une nécessité pour l'économie mondiale actuelle. Pour tout, là, les téléphones, le coltan, tout ça. Là. Exact, exactement, le coltan, les téléphones, et puis on parle de tout ce qui est smartphone, télévision intelligente, laptop. Tu sais, j'avais fait quelques recherches déjà avant qu'on arrive, Mhm. et puis selon Statista, c'est une industrie qui représente 0,5 trillions de Euh, dollars annuellement. Donc c'est une industrie qui pèse extrêmement lourde, et sûrement que tu as déjà entendu aussi les gens qui disent que 60 à 70% des réserves mondiales du mhm. Congo se retrouvent, de coltan se retrouvent au Congo. Donc, essentiellement, c'est l'économie dans laquelle on vit ne pourrait pas exister sans ça. On parle des voitures électriques, c'est à nommer les Ouais. télésmartphones, mais on ne parle pas de l'industrie aérospatiale, on ne Mhm. parle pas de l'industrie aéronautique, on ne parle pas de l'industrie de l'armement. Tout Mhm. ça, c'est des industries qui représentent des centaines de milliards de dollars annuellement. Mhm. À Donc, chaque fois que j'entends des chiffres comme ça, moi, ça vient tellement me toucher parce que je vois à quel point justement le Congo et même l'Afrique est rempli justement de mhm, richesses. C'est juste qu'on n'a pas les outils justement pour pouvoir euh, développer nos matières premières, tu mhm, vois. Et on se fait voler toutes ces choses-là. Alors c'est dur de savoir que ton pays a tellement de richesses, ouais, mais qu'on vit encore pour la majorité de la population sous le sous seuil le de la seuil de la pauvreté, pauvreté, ouais. tu vois. Mais j'aimerais un peu savoir aussi, c'est quoi un peu les racines historiques un peu qui ont fait en sorte que ce conflit-là arrive aujourd'hui? Mais sincèrement, ça, c'est un conflit qui remonte à extrêmement longtemps. Et puis, je voudrais peut-être, en termes d'histoire, ici, comment je dirais, j'ai parfois, c'est facile de tomber dans le pessimisme parce qu'on voit pas en fait l'issue. Surtout quand tu vois de quelle manière ça a Ouais. commencé, tu regardes que aujourd'hui, en fait, en termes de, comment, j'essaie de trouver les mots pour rester en fait politiquement correct, Ouais, mais c'est un scandale. ouais. Et puis c'est là que peut-être, bon, je vois une manière plus facile peut-être de répondre à ta question. Je vais faire un parallèle avec la question que tu m'as lancée au début de ce que je pense du Black History Month. Ouais. Une des choses que je trouve qui est dommage avec le Black History Month, comme j'avais dit, c'est qu'on raconte toujours les mêmes histoires Mhm, en boucle et en boucle. Mais il y a tellement plus que simplement parler de l'esclavage ou des autres. mhm, Pour moi, si je pouvais répondre à ta question, la manière dont je pense que ça a commencé, c'est avec la conférence de Berlin. Et puis beaucoup de gens ont déjà entendu parler de la conférence de Berlin, mhm, mais ne savent pas réellement ce que c'était. La plupart des personnes, quand tu leur demandes ce qu'était la conférence de Berlin, ils vont te dire c'est là où les puissances occidentales se sont réunies à une table et ont découpé l'Afrique. mhm. Mais ça, c'est ce qu'on nous disait, je sais pas pour toi, mais Ouais. dans mon cours d'histoire au secondaire, quand le prof avait passé 5 diapos sur l'histoire de l'Afrique, c'était dans une des Euh, diapositives, et puis ça se limitait à ça. Mais la conférence de Berlin, c'est en Allemagne. mhm, Berlin, qui est la capitale de l'Allemagne. Et c'était une initiative du chancelier Bismarck qui dirigeait l'Allemagne à ce moment-là. Donc, si tu vas chercher le nom originel de cette conférence, parce que conférence de Berlin, c'est le nom en français. ouais. En allemand, c'est Congo Conference. Mhm. Excusez-moi pour mon allemand déjà, j'ai pas les prononciations adéquates, Pas de mais c'est souci. Congo Conference. Donc Mhm, littéralement, tu vois que le nom de l'événement, ça tournait autour du Congo. mhm, Et de cette conférence en fait, a donné naissance à un document officiel
qui est nommé The Congo Act. Mhm. Ça, c'est un acte à travers lequel les puissances européennes se sont accordées pour donner la propriété du Congo au roi Léopold II, Mhm. qui était le roi de la Belgique à l'époque. La Belgique étant un État neutre, qui était ce qu'on appelle en anglais un buffer state, Mhm. pour éviter des guerres et des mésententes entre les différentes puissances européennes. Euh, le roi Léopold II, ce que beaucoup de gens savent pas, c'est que la famille royale de Belgique et la famille royale d'Angleterre sont liées Ah ouais? à travers des différents mariages, des cousins d'autres Yeah. degrés. Même moi, je savais pas ça. Et la Belgique entretient des relations neutres historiquement et actuellement encore avec beaucoup de puissances européennes. Mhm. Donc c'était un peu une raison de, pour faire un autre anglicisme, squash le beef. Ouais. C'était une manière pour eux de donner à quelqu'un qui était neutre le Congo. Pour que tout le monde puisse bénéficier un peu. C'est mot pour mot, ce que tu viens de dire, c'est ce qui est écrit. Ouais. À condition qu'il fasse du bassin Congo, de la région du bassin Congo, une zone de libre-échange pour toutes les puissances européennes. Donc c'est depuis 1885, donc 140 ans, les Wow. puissances européennes ont littéralement mot pour mot décidé que le Congo serait le backstore de l'humanité, donc Wow. l'entrepôt de l'humanité, et que tout le monde pourrait se servir à sa guise. Au point où, si tu regardes toutes les autres, il y a eu des nations africaines qui ont eu le statut de protectorat, de colonie, pas le Congo. Mhm. Le Congo, c'était la puissance, la propriété individuelle, personnelle du roi Mhm. Léopold II. Donc pour moi, c'est là que tout a commencé, parce que les histoires de piller les ressources et Mhm. de disregard la vie des gens, ça a commencé là. Léopold II, il a causé plus de 15 millions de morts au Congo lors de son règne. Il a presque diminué du tiers la population Mhm. du Congo à l'époque. Et puis ça, les gens en parlent pas assez, tu vois. Et Ouais. c'est ce type d'histoire-là qu'on devrait prendre la peine Et de... ce qui est fou, c'est que, tu vois, comme tu parlais un peu dans tes cours d'histoire, dans nos cours d'histoire justement au secondaire et tout, c'est qu'on voit souvent ces figures-là comme des héros. Tu vois, Mhm. comme quand on pense à l'histoire européenne, quand on pense à tous les colonisateurs, toutes les Ouais. personnes qui sont venues envahir d'autres pays, on voit ces personnes comme des figures qui ont marqué l'histoire, qui ont fait le changement, mais rarement on dit justement le mal qu'ils ont fait, tu C'est vois. vrai. Alors je trouve que ça aussi, c'est un truc qui est quand même triste. J'aimerais un peu toucher, tu vois, comme en ce moment, il y a tu vois, beaucoup d'accusations qui se fait justement même au niveau de l'ONU par rapport comme au Ouais. Rwanda qui Ouais. sont en train de supporter justement ces troupes rebelles au Congo et que même ils ont dit qu'ils ont des soldats armés qui sont à l'est du Congo. J'aimerais un peu comme si tu peux un peu peut-être éclairer les gens et est-ce que non, je pourrais dire est-ce que toi tu trouves qu'il y a un bénéfice justement aux gens de boycotter le Rwanda? Tu vois, on voit souvent peut-être des artistes qui annulent leurs concerts. Est-ce Ouais. que tu trouves que Ouais. il y a un impact là-dedans? Mais personnellement, moi, je trouve que c'est justifié, le boycott, et je pense qu'il y a un impact concret. Tu m'as demandé, tu m'as posé une question, en fait, sur l'ingérence des puissances étrangères, Mhm. que ce soit de camoufler, de brouiller des pistes, de ne pas partager le message ou de s'impliquer directement dans la politique. Moi, je pense que ça date pas d'hier, tu vois. Ça, c'est depuis l'époque de Mobutu, et puis, tu sais, j'inviterais les gens à faire des recherches là-dessus. Ouais. Euh, Après la chute de l'URSS et la fin de la guerre froide, les États-Unis avaient plus nécessairement de bénéfices à le garder comme Mhm. pantin dans cette région parce qu'il commençait à causer un peu trop de problèmes. Donc c'est pour ces raisons-là qu'ils ont cherché à déstabiliser vraiment le régime en place, Mhm. qui a mené à la première guerre du Congo, qui est l'arrivée de Kabila Père Mhm. lorsqu'il a chassé Mobutu, avec l'aide de l'Ouganda et du Rwanda, et la deuxième guerre du Congo, qui est le conflit le plus meurtrier des temps modernes après la Deuxième Guerre mondiale. On parle de 5,4 millions de morts. Ouais. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. C'était lorsqu'il a compris en fait qu'il se faisait rouler dans la farine et qu'il a signé des Mhm. accords qui étaient non favorables Ouais. aux Congolais, qui s'est retourné contre les Ougandais et les Rwandais qui l'ont aidé à arriver au pouvoir. Euh, et puis, jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est les répercussions, les suites Ouais. de ce conflit-là, de la Deuxième Guerre du Congo, qui normalement est censé avoir pris fin en 2002 suite Mhm. à son assassinat. Mais on voit plusieurs rapports officiels d'experts, que ce soit du Conseil de sécurité, que ce soit de ONG comme Human Rights Watch, qui démontrent la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais. Mhm.
qui démontre aussi qu'ils ont fourni en armement, en soutien logistique, en soutien tactique, les groupes armés du M23. Moi, je pense que c'est justifié le boycott parce que le Rwanda, c'est une économie qui dépend énormément des aides financières Mhm. des pays occidentaux. Donc, de mettre l'accent sur ce qu'ils font, déjà, ça force les pays De l'argent. qui donnent l'argent à voir la réalité en face et à remettre des questions parce que beaucoup de rapports ont prouvé que il n'y a pas de moyen de tracer quelle utilisation est faite de ces fonds-là. Ok. En plus de ça, je trouve que c'est très bénéfique. Tu as parlé des artistes qui annulent leurs concerts. C'est Mhm. important pour moi d'en parler parce que tu vas forcer d'autres personnes qui ont peut-être une plateforme Ouais. à se conscientiser et à passer le message. Moi, je pense à Thames qui Mhm. a annulé son concert là-bas. Je pense à Chris Brown qui avait pris position. Il y a le Bayern de Munich, si tu es fan de football, le Bayern de Munich ont suspendu leur partenariat avec le Rwanda parce qu'ils Ouais. avaient affiché dans leur stade des Visit slogans Visit Rwanda. Rwanda. Mhm. Il y a la pression en ce moment sur Arsenal et le PSG pour faire de même. Ouais. La NBA qui avait démarré un programme de Mhm. basket en Afrique avec la plupart des matchs ou des finales qui allaient se jouer à Kigali. La F1 qui considérait Peut-être. possiblement faire donc tout Circuit. ça, c'est un circuit là-bas. Donc, c'est des trucs qui sont reconsidérés parce qu'il faut mettre à jour, en fait, le sports washing. Le sports washing, c'est un phénomène on entend parler énormément. Tu sais, je ne veux pas nécessairement entrer dans le sujet, mais que ce soit avec les pays du Moyen-Orient qui Mhm. investissent dans, par exemple, le football ou autre. Ouais. Donc, c'est des manières pour un pays de redorer son image et de éloigner l'attention des mauvaises choses peut-être Mhm. qu'ils font. Oh, ok, non, pour vrai, c'est tellement de facteurs que justement, j'avais pas nécessairement pensé à tout ça, mais c'est vrai que justement, des gens avec des plateformes et ces institutions-là sportives qui Mhm. ont des milliards de dollars, justement, ne pas, ne pas dire oui, de juste participer comme ça, prendre conscientiser par rapport au problème. Je pense que ça va permettre à la population générale qui connaissent pas le conflit à Exact. justement ouvrir les yeux et peut-être aller chercher à en connaître plus. Je te connais depuis assez longtemps et à travers tes réseaux et tout, je vois un peu ce que tu fais et ton implication justement dans Ouais. la diaspora congolaise. J'aimerais savoir pour toi, c'est quoi l'importance pour toi de t'impliquer justement, Mhm. même si tu n'es pas nécessairement au Congo, mais à Montréal, que tu trouves qu'en étant congolais, c'est important de s'impliquer dans la diaspora. Pour de vrai, pour moi, c'est essentiel. C'est Mhm. quelque chose qui est venu naturel. Et je te dirais pourquoi je pense que c'est important. Je me considère Canadien Mhm. et Congolais. Pour moi, ces deux identités avec lesquelles je suis totalement en paix. Je suis parti très tôt du Congo, basically suite à l'assassinat de Kabila Père en Mhm. 2002. Je suis arrivé ici. Et puis j'ai grandi au Canada et je trouve que on a cet avantage-là en tant qu'enfant de la diaspora, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou en Europe, de pouvoir dénoncer sans nécessairement craindre pour notre sécurité. Ouais. Donc c'est un outil qu'il ne faut pas du tout sous-estimer. Tu ne vas pas arriver au Canada où le gouvernement va suivre ton empreinte numérique, tu as la Gestapo qui va rentrer chez Ouais. toi parce que tu as publié quelque chose. Tu vois, y a pas ça ici. Il ne va pas arriver parce qu'on est en période d'élection que le gouvernement va restreindre l'accès à Internet. Non. Ouais. L'information est constamment accessible Mhm. et puis on peut s'indigner librement. Donc on est un peu comme la fenêtre, on est un peu comme le haut-parleur de nos frères et Mhm. sœurs qui vivent cette situation-là au pays. Donc pour moi, si tu veux pouvoir te dire congolais, si tu veux pouvoir claim que tu es congolais, c'est le minimum que tu dois faire en fait. C'est Mhm. ton devoir. Parce que tu ne peux pas seulement parler quand c'est question de parler de la nourriture, de l'influence culturelle, de la bouffe, vouloir claim au effort que tu es congolais, mais quand il s'agit de rendre plus facile, de faciliter en fait la vie de tes confrères, là Ouais. c'est silence radio. Tu vois. Mhm. Mais j'avais une question un peu parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens justement ici à Montréal que peut-être ils veulent s'impliquer, mais ils connaissent pas nécessairement les organismes Mhm. ou où aller pour pouvoir s'impliquer. Tu vois, ils sont juste là, ils sont comme, ah, j'aimerais bien participer, mais je sais pas où aller. Ou même il y a Ouais, d'autres personnes que des fois, je veux pas dire qu'ils doutent de comme leur origine congolaise, mais ils savent qu'ils sont congolais ouais, basically, mais ils sont comme, je connais pas ce qui se passe, je connais pas la langue, yeah. je connais rien. Alors
est-ce que je m'implique pour de vrai? Tu vois un peu cette peur ou cette crainte. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça? Et si tu peux nous partager justement des ressources à Montréal où les gens peuvent s'impliquer. Donc, moi, je te dirais, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui ont ce sentiment-là. Et pour moi, la meilleure manière de shake it off, c'est juste de se lancer ou d'essayer de faire une différence aussi minime qu'elle soit, hein. En termes d'organismes à Montréal, sincèrement, il y a plusieurs organismes congolais, mais qui principalement aident la diaspora, je te dirais, à s'installer. OK. Donc, je pense par exemple au CCCM, le C3M, euh, la COCOM ou plusieurs autres organismes axés soit pour la jeunesse ou les générations qui nous ont précédés. En termes de organisation à qui on peut faire confiance et par exemple que ce soit de faire des donations ou de supporter des programmes, moi je pourrais te nommer par exemple SOS Congo, que si les gens se rendent sur ma page Instagram, j'ai un lien qui guide à leurs opérations dans ma bio, Goma Actif, beaucoup plus par exemple pour la ville de Goma. Mais en termes de organismes congolais, pour la jeunesse, ce serait malhonnête en fait de ma part de te dire que c'est vrai qu'il n'y a pas de structure qui va vraiment unifier la jeunesse ou les instruire par rapport à ça. Je vais peut-être faire un overlap. Alors, je sais que c'était peut-être un sujet duquel tu aurais voulu parler, mais présentement, moi, je suis impliqué dans un OBNL qui est déjà existant, qui s'appelle le réseau Mayele. Le réseau Mayele, c'est un organisme qui a pour but de susciter un éveil patriotique au sein de la jeunesse congolaise dans la grande région métropolitaine de Montréal et de promouvoir la culture congolaise, d'informer les gens sur ce qui se passe au Congo et de faciliter l'intégration économique dans le paysage québécois de la jeunesse congolaise. Donc, moi, je conseillerais à tout le monde de rester à l'affût, d'essayer peut-être d'aller retrouver déjà notre page sur Instagram et d'aller voir. Parce qu'on a énormément d'événements qui sont déjà planifiés pour 2025. Que ce soit des forums de discussion, des conférences, des activités instructives, des book clubs peut-être, et tout autre type de... Je ne vais pas vendre tout le punch ici, mais tout autre type d'activités qui vont vraiment répondre à toutes ces interrogations-là que tu as mentionnées. Alors, tu parlais de la langue, il y a des écoles de langue ici à Montréal, peut-être que les gens ne connaissent pas. Ella Jambo. Oh non, j'ai aucune idée. Ella Jambo, pour de vrai, c'est une école de langue africaine. Ils offrent des cours de Wolof, mais tu sais, on parlait du Congo, ils offrent des cours de Swahili, de Lingala et de Chiluba. Sincèrement, les Chiluba, là, Chiluba, you know what? J'ai actually pris le cours de Chiluba là. Ah ouais? Parce que Chiluba, c'est chaud comme t'as dit. Non, c'est très chaud. Parfois, tu l'entends, ça va vite. Oui, toi. ouais. C'est ça. Maluka, Malubimpa, elle commence à parler, mais honnêtement, 10 sur 10. Après seulement le niveau 1, moi, j'estime être assez fluide pour faire une conversation basique, que ce soit les présentations et autres. Il y a plusieurs niveaux pour chaque langue. Mais cette fois, il y a beaucoup de Congolais qui ne savent pas. Aucune idée. Donc, moi, je vous conseille d'aller voir Ella Jambo. Déjà, c'était, moi, personnellement, d'expérience personnelle, je le recommande. J'étais déjà très familier avec le Lingala. Lingala, c'est une langue que je parle et que je maîtrise. Donc, moi, c'était plus le Chiluba pour connecter peut-être avec le côté... Du côté de mon père, je me suis dit, c'est quand même la langue de mes ancêtres. Il faut que j'apprenne. Mais le problème, c'est que beaucoup, on n'est pas connecté en tant que communauté. Tu vois, il y a des ressources comme ça, la plupart des gens ne connaissent pas. Puis c'est triste. Puis même comme, juste quand on parle de la langue, moi, je trouve que c'est tellement une richesse qui est importante. Tu vois, comme moi, je parle Lingala, comme c'est vrai que quand je parle Lingala, mon accent, les gens vont rire, tout ça. Mais tu vois, je suis capable de parler et je comprends totalement aussi. Alors, je trouve que c'est quelque chose que j'aimerais aussi transmettre à mes enfants. J'ai pas envie que ça arrête là, la première génération d'immigration après, c'est fini, tu vois. Non, alors, je veux que ça puisse continuer. Et en sachant qu'il y a des ressources comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de Congolais ils seraient genre down d'aller prendre ces cours-là pour pouvoir comme apprendre, tu vois, comme retourner au pays, au moins tu parles et tout, tu vois. Alors, je pense que c'est vraiment une richesse qui est importante. Et le second point que tu as touché, comment la communauté, la jeunesse congolaise est pas vraiment connectée, ça, je trouve que c'est triste. Parce que souvent, je regarde mes parents et tu vois, comme quand ils sont arrivés, comme
Tu sais, les Congolais, on se connaît. J'ai plein de tantines, tontons, Ouais. que c'est pas vraiment la famille, mais quand mes parents sont arrivés, c'est d'autres Congolais qui connaissaient et c'est resté comme ça. On est attaché, on est une famille, Mhm. tu vois, parce qu'ils se sont entraidés quand ils sont venus ici. Mais nous, maintenant, les enfants, c'est comme si on cherche pas nécessairement toujours à peut-être connaître d'autres Congolais, voir comment on peut s'unifier pour créer un changement. C'est Et vrai. je trouve qu'il y a beaucoup de Congolais à Montréal, dans la grande région de Montréal, qui font des bonnes choses, qui ont des bonnes initiatives, mais on met pas ça en valeur. Mais je pense que justement avec le OBNL que tu crées, je pense qu'il y a vraiment une opportunité de pouvoir faire de quoi pour amener justement ces Congolais ensemble, que ça soit dans différents secteurs, du secteur entrepreneurial, Mhm. musical, professionnel, juste pouvoir rassembler ces Ouais. personnes-là, leurs connaissances et tout, et pouvoir faire de quoi qui est intéressant. Ouais. J'aimerais savoir un peu, tu as parlé de ton implication, est-ce qu'il y a un événement comme particulier qui a fait en sorte que, qui a déclenché un peu ton intérêt pour Tout ce qui se participer passe. à tout ça, ou c'était vraiment quelque chose que tu avais depuis longtemps? Honnêtement, je te dirais que c'est quelque chose que j'avais depuis longtemps, hein. Mhm. J'ai vraiment grandi dans la culture congolaise à la maison. Ouais. Je suis arrivé ici en bas âge, mais j'ai gardé énormément de souvenirs du Congo. Comme tu as dit aussi, mes parents sont arrivés. La plupart des personnes qui les ont aidés à s'installer, qui nous ont aidés à nous familiariser avec la vie ici au Québec, c'était des Congolais. Mhm. Donc j'ai toujours grandi très proche de la communauté, très proche de la culture, et j'ai toujours été curieux de savoir ce qui se passait à la maison au Congo. Mhm. Donc ça a toujours été en fait une décision logique pour moi de jouer mon rôle là-dedans. Ok. Tout à l'heure, on a parlé un peu, justement, même avant l'indépendance, comment justement le roi Léopold II, c'est lui qui a pris Mhm. comme le Congo et tout ça. J'aimerais un peu, pour les gens qui connaissent pas nécessairement l'histoire du Congo, est-ce que tu peux parler un peu de ce qui s'est passé depuis l'indépendance? Comment on a eu notre indépendance et ce qui s'est passé un peu depuis? Ouais. Ouais, ça, c'est une histoire très riche, sérieusement. Moi, je pense que ça mérite même son propre épisode sur le podcast. Mais si je peux donner peut-être des faits Mhm, qui vont piquer la curiosité des gens et les forcer à aller chercher, mhm, euh, le territoire qu'on connaît aujourd'hui comme la République démocratique du Congo, c'était composé de plusieurs royaumes, empires et chefferies locales. mhm, Donc, on parle de l'histoire de l'Afrique médiévale. mhm, Euh, je pense que au XIVe siècle, les premiers Européens sont arrivés. Ils ont trouvé des empires, par exemple l'Empire Congo, énormément d'écrits que les Portugais ont rédigés, qui sont très détaillés, qui montrent à quel point c'était une société structurée et complexe, qui eux-mêmes, dans leurs mots, le disent qu'ils étaient surpris euh, de voir des villes d'une telle envergure, plus grosses en superficie et en population que la capitale, que Lisbonne à l'époque, capitale du Portugal, dans l'Empire Congo, qui a duré du 14e siècle jusqu'au 20e siècle. mhm, Bon, au 20e siècle, c'était plus que c'était réellement, mais qui a gagné des guerres contre le Portugal, contre les Pays-Bas, contre la France, mais ça, les mhm. gens en parlent pas. Ça a pris des siècles et des siècles avant que la République du Congo tombe. Même chose pour, là, je fais un shout-out à l'Empire Congo et à l'Empire Luba parce que c'est mes deux racines. Mhm. Mais l'Empire Luba, qui était peut-être dans la région du sud-est, euh, qui a aussi duré même, je pense, qui date depuis avant l'Empire Congo, qui a arrêté dans les années 1800, vers la fin des années 1800. Tu avais plusieurs autres royaumes. Je pense par exemple, je vais faire un shout-out aux Lunda, les Kuba, les Tetela. Ça, c'est plusieurs royaumes qui étaient indépendants à Mhm. l'époque et qui existaient, qui ont chacun même une histoire très riche en termes de culture, que ce soit musique, que ce soit même spiritualité africaine, qui ont apporté énormément à la société d'aujourd'hui. Euh, Suite à ça, tu as eu quand même plusieurs explorateurs, je te dirais, qui parcouraient l'Afrique. Donc là, je te parle peut-être plus dans les années 1800, fin 1800, Ouais. début 1900. Et ces explorateurs-là, je vais peut-être t'en citer un, Henry Morton Stanley. C'est celui qui il avait été mandaté par les Britanniques pour découvrir la source du Nil Mhm. et faire du fleuve, du Nil en Égypte, qui commence au Congo, que beaucoup de gens savent pas. Et pour faire une carte du Congo, il a, c'est l'explorateur européen en Afrique qui a le plus gros taux de meurtre lors de ses expositions. Donc, il a causé des ravages.
vraiment là-bas. Il a été mandaté pour vraiment faire une carte et c'est une des personnes, en fait, qui a fait que les puissances européennes ont réalisé qu'ils n'avaient pas exploré même pas 5% du territoire congolais et qu'ils regorgeaient de richesses. Il leur démontrait qu'avec le peu qu'on a découvert, on a plus de richesses que dans la majorité des autres territoires. Donc c'était Mhm. vraiment la guerre. Et pour éviter des guerres ou des batailles sanglantes entre les puissances, ils se sont accordés pour donner ce statut-là au territoire du Congo. Donc, on est resté la propriété du roi des Belges pendant plusieurs années. Par la suite, la propriété a été transférée à l'État belge. Mhm. L'indépendance a été acquise en 1960 à travers luttes et révoltes sanglantes, Ouais. guidées par Patrice Lumumba, qui est le héros national par excellence congolais. Mhm. Malheureusement, il a fait même pas un an. Triste. Même pas un an au pouvoir, il a été assassiné. Euh, Mais même parlant de son assassinat, Mhm, comme moi, ce qui me touche là-dedans, c'est de voir comment, je veux pas dire comme, oui, on est patriotique, mais souvent, il y a certains Congolais ils se retournent la veste facilement, tu vois, comme on va mhm, dire, les Occidentaux peuvent t'offrir quelque chose, tu vois, comme, 100%. on va te mettre au pouvoir, on va te Ouais. donner des millions, et là, tu tournes ta veste contre ton frère qui a vraiment la patrie à cœur. Alors, je trouve que ça, c'est quelque chose d'important à avoir. Tu vois, quand on parle de Mhm. Patrice Lumumba, juste rapidement comme ça, c'est qu'il y avait vraiment le Congo à cœur et le bien de ses frères et de sa population, tu vois. Et c'est pas nécessairement tout le monde qui a le même C'est vrai. vouloir, si je peux C'est dire. vrai. Et puis c'est dommage, mais comme tu as dit, on a notre part de responsabilité. Mhm. C'est facile de pointer du doigt ce que les puissances Ouais. étrangères font, mais tu rentres pas dans le loup rentre pas dans la bergerie si le berger avait pas bloqué. Tu Mhm. comprends? La porte. Donc, on a notre part de responsabilité là-dedans. Moi, je trouve que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ça a été la cause de nos tracas. Mhm. Patrice Lumumba, lui, s'est fait trahir par Mobutu. Mhm. Mobutu que Lumumba lui avait tout donné, tu vois. Mais par ambition, il a pris le pouvoir. Il est resté là de 1965 jusqu'à 1997, sans lâcher le Ouais. pouvoir. Quand il C'est pense, c'est fou. quand même crazy. Ouais. Suite à ça, il y a eu le coup d'État, la révolution bâclée de Kabila père. Et puis moi, je peux peut-être rentrer dans mon point de vue personnel. Selon moi, c'est la pire révolution de l'histoire de l'humanité. Ça montre en fait qu'est-ce qui se passe lorsque des gens qui sont pas préparés prennent le pouvoir. Mhm. Ça nous a mis dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui avec un État affaibli, Mhm. des frontières que tu as ouvertes à des étrangers qui n'avaient pas des intentions nobles, et puis qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le peuple en souffre. Tu vois, on parlait de recap de l'histoire. Suite à lui, son fils a pris le pouvoir, est resté au pouvoir pendant 20 ans, 20 ans de stagnation. Et puis là, maintenant, depuis, euh, depuis le changement de pouvoir, en fait, on est dans la situation Mhm. actuelle. Tu as l'impression vraiment qu'on voit une dégradation de la sécurité nationale. Mhm. Notre intégrité territoriale est bafouée par tous les pays voisins. So, c'est un peu la situation. It's a grim portrait, c'est un peu sombre, Ouais. mais à travers tout ça, moi, personnellement, je reste optimiste Ouais, il parce faut. que on est un peuple qui me démontre énormément de résilience. Mhm. Et puis, moi, je pense que au bout du tunnel, après la pluie, il y a le beau temps. Vraiment, la lumière nous attend au bout du tunnel. Mhm. Avec tout ce que tu fais, j'aimerais te demander, est-ce que toi, tu as des figures inspirantes ou des figures marquantes, que ce soit congolaises ou africaines, que tu apprécies et qui justement t'inspirent à continuer le travail que tu fais? Mhm. Moi, je te dirais là-dessus, je suis beaucoup cliché, on va dire, hein. Moi, Mhm. c'est of course, il y a Patrice Lumumba. Mhm. Quelqu'un d'autre aussi, peut-être, qui m'a beaucoup inspiré, je te dirais Malcolm X. Ouais. Moi, pourquoi je te cite ces deux personnes-là? Parce que les deux sont décédés extrêmement jeunes. Mhm. Si on parle de quarantaine, euh, je pense même trentaine pour Lumumba. Mais ils ont laissé un impact immesurable Mhm. sur la vie de leur père, des générations et des générations derrière. Mhm. Moi, ces deux-là, c'est un exemple qui te montre que tu n'es jamais trop jeune, en fait, pour faire une différence. Souvent, parfois, dans notre culture, la culture congolaise, les aînés sont beaucoup
priorisés, sont mis de l'avant avec raison. Je pense que le respect à travers les générations, c'est la base d'une société, mais on a tendance à parfois négliger l'impact que la jeunesse peut avoir. Et je trouve que c'est quand même assez drôle de voir que dans un pays où aujourd'hui la classe politique, les dirigeants sont toutes des personnes extrêmement âgées Mhm. qui vont vraiment gatekeep le pouvoir, Ouais. ben, l'homme qui a le plus changé l'histoire du pays, c'est celui qui a été le plus jeune premier ministre de l'histoire du pays. Ouais. Tu vois. Fait que c'est quand même assez une drôle de contradiction. Mhm. Mais pour ces raisons-là, moi, c'est deux personnages politiques, historiques, en fait, qui m'ont énormément inspiré dans ma vie. Mhm. Ah. Tu peux me parler un peu, je sais que l'année passée, tu avais participé justement à un événement où tu avais mis en lumière justement la culture congolaise, africaine, et je pense que tu t'étais associé Mhm. aussi avec d'autres artistes de Montréal et tout. Alors, peux-tu m'expliquer justement c'était quoi cet événement-là et pourquoi c'était important pour toi? Oui, c'était un super événement. L'événement avait été organisé par Jennifer Tingombe, Mhm. à qui je passe le salut aussi. C'était un panel de discussion Ok. avec également des expositions d'art, Mhm. d'artistes issus de la communauté congolaise et non congolais aussi, euh, qui ont mis sur pied des œuvres d'art. Essentiellement, c'était différents types de la peinture à travers différents médiums Mhm. qui sensibilisaient ou qui dénonçaient la situation qui se passe à l'est du Congo. Par la suite, il y avait eu une performance musicale de deux artistes. Il y avait eu Kama et puis un autre guitariste congolais ici qui vit à Montréal, qui ont fait une prestation pour montrer un peu la culture musicale au Congo. Et Mhm. s'en est suivi ensuite un panel de discussion où j'étais panéliste. On a discuté des responsabilités de la diaspora au sein face à la situation à l'Est, du sentiment d'appartenance congolais et puis aussi des causes historiques de cette situation. Il y avait un invité spécial qui était Patrick Mbeko, qui est Ouais. un auteur et chercheur congolais qui a écrit un livre très intéressant que je vous recommanderais. Je pense qu'on pourra y aller dans les recommandations Mhm. aussi éventuellement. Et puis, c'était un super événement parce qu'il y a eu une énorme affluence de non-congolais, qui est Ça, c'est surtout beau. ce qu'on vise Ouais. maintenant. Parce que nous, entre nous, on le sait un peu, Ouais. ce qui se passe, tu vois, mais on veut informer les gens. On a pu leur donner des révélations, des, leur faire part d'informations qu'ils n'auraient pas été en mesure de trouver ailleurs. Un truc simple, par exemple, le coltan dont on Mhm. a parlé tout à l'heure, aujourd'hui, sur le marché, il se vend entre 50 et 100 dollars US le kilo. Ok. Le prix varie en fonction de la concentration de tantale qu'il y Mhm. a à l'intérieur du coltan. Le tantale, c'est un métal euh, ductible qui conduit très bien la chaleur et l'électricité. D'où le fait qu'on l'utilise dans tous les objets électroniques ou appareils médicaux, Mhm. armements, etc. Donc, en fonction de la concentration de tantale, aujourd'hui sur le marché, un kilogramme de coltan se vend entre 50 et 100 dollars US. Il y avait une petite période de stabilité après la Deuxième Guerre du Congo où les éléments étrangers avaient été neutralisés, qu'ils n'avaient plus nécessairement le contrôle des ressources minières, une très courte période de stabilité. Mhm. Est-ce que tu serais capable de deviner à combien se vendait le kilogramme de coltan pendant cette période? Ok, c'était plus cher ou c'était moins cher? Beaucoup plus cher. 100 $? Plus encore. 200? Ah, beaucoup plus. 1000 dollars le kilo. Wow. Donc ça, c'est pour te montrer que l'économie mondiale en ce moment Ok. s'écroulerait. Si les Tesla, si les Microsoft devaient, ils passent de acheter une ressource À naturelle 50, 100 50, dollars. 100 dollars le kilo à 1000 dollars le kilo avec les millions, les milliers de tonnes annuelles qu'ils consomment, they would go bankrupt. It Ouais, wouldn't make any sense for them. ouais. Fait que c'est des chiffres comme ça qui te permettent de comprendre. On dit, ouais, ils ont des intérêts, ils ont des intérêts. Quel genre d'intérêt, tu Mhm. vois? La France qui refuse de mettre des sanctions sur le Rwanda en ce moment, qui ont investi des milliers et des milliers dans l'armée rwandaise parce que l'armée rwandaise a pris un contrat au Burundi, Mhm. pas au Burundi, pardon, au Mozambique, pour combattre
un groupe islamique là-bas. Quand tu creuses, tu te rends compte que Total, une multinationale française, a un deal qui vaut des milliards là-bas. Et Total, le gouvernement français défend toujours leurs intérêts partout à travers l'Afrique. Si tu regardes la situation qu'il y avait eu au Mali, la situation qu'il y avait Mhm. eu au Burkina Faso, c'est la même chose. Donc, c'est dans leur intérêt. Ils défendent leur intérêt. Et Mhm. c'est ce qui est dommage, c'est qu'on vit dans un monde où les intérêts pécuniaires prennent le devant, prennent l'ascendant en fait sur la sécurité des êtres humains, sur la vie des êtres humains. Ouais. C'est comme si pour que l'économie mondiale roule, pour que chaque année on puisse changer de iPhone, pour que tu puisses avoir ton moniteur incurvé, pour que Ouais. tu puisses avoir ta PS5, que tu n'aies pas une pénurie, ben, il y a des enfants au Congo qui vont mourir pour ça, and C'est that's just what triste. it is, on doit accepter ça. Donc c'était le but de cet événement, Mhm. informer les gens sur notre part de responsabilité en tant que consommateur, Mhm. en tant que citoyen canadien, parce qu'il y a énormément de multinationales canadiens Mhm. qui ont des mines au Congo. Notre responsabilité, comment on pouvait faire une différence. Ouais. Et il y en a d'autres qui vont arriver encore, d'autres événements comme ça. Ok. Non, c'est très beau. Et j'ai aimé la partie où tu as touché qu'il y avait eu une grande participation de personnes non congolaises. Je Mhm. trouve même, notamment, tu vois, on va dire les personnes blanches, qu'ils ont un intérêt justement pour pouvoir aider la situation ou pouvoir participer ou pouvoir s'informer, mais eux aussi, des fois, peut-être, ils peuvent se sentir genre... ils peuvent être intimidés, tu vois. C'était Ouais. comme, OK, moi, je suis une personne blanche, peut-être les gens, tu vois, ils vont pas nécessairement m'accueillir de la manière qui... Tu vois, Mhm. juste comme Non, plein de trucs qui se ouais. passent autour de leur tête, mais je trouve que si on peut avoir l'appui de ces personnes-là, je pense qu'il y a encore possibilité de aller encore toucher plus de gens. Alors, voir qu'il y a un mix de différentes cultures qui vraiment s'attachent ensemble, qui se relient ensemble pour justement s'informer sur la cause et voir comment ils peuvent aider la cause, ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important. Tu avais parlé un peu justement des projets que tu as avec projet Mayele, si je me trompe Réseau pas. Maël, ouais. Réseau Mayele, justement. Je voulais savoir, est-ce que tu avais d'autres projets ou c'est vraiment ce projet-là auquel tu es plus en train de t'investir? En ce moment, je te dirais que mes ressources sont beaucoup plus concentrées vers le réseau Maël. Mhm. Euh, Moi, je suis dans le conseil d'administration, dans les membres fondateurs. J'occupe le poste de trésorier. Ok. Et puis, on a énormément de projets qui s'en viennent. Un calendrier vraiment très chargé pour l'année 2025. Ok. Et on veut faire une différence pour notre génération. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'on a un peu en anglais, ils disent we're losing recipes. Mhm. Tu vois, notre génération, on est déconnecté entre nous. On bâtit pas ces réseaux-là. Donc, on veut vraiment offrir une solution à ce problème-là qu'on a identifié. Mais si je pouvais parler peut-être de quelque chose d'autre qui s'en vient en 2025, que j'inviterais tout le monde, les Congolais comme non-Congolais, à rester à l'affût, c'est la semaine de la République démocratique du Congo à Montréal Mhm. qui aura lieu la dernière semaine du mois d'octobre. Ok. Donc, la ville, un Ça, peu c'est plus tôt récent, cette hein? année, c'est Ouais. récent, je l'avais publié sur mes réseaux, la ville de Montréal avait adopté en fait une motion pour nous donner à la communauté congolaise, reconnaître notre contribution Mhm. dans la ville de Montréal. Donc, nous donner cette semaine. Et à travers cette semaine, il y aura une multitude d'événements, de festivités qui vont être faites, d'événements éducatifs également. Donc, on est présentement en train de travailler sur une table ronde qui réunit tous les organismes congolais de Montréal pour pouvoir collaborer et utiliser cette plateforme pour faire savoir qu'est-ce qui se passe au Congo. On a présentement l'appui de la ville de Montréal. Donc, c'est une initiative qui avait été faite par différentes élus congolaises Mhm. euh, qui sont mairesses, qui siègent dans les différents organes, que ce soit en tant que députés, mairesses, représentantes dans les chambres et autres, qui ont pris cette initiative, qui l'ont amenée à la ville de Montréal et la ville de Montréal a accepté d'endosser. Ok. Donc, tous les Congolais, non Congolais, moi je vous dis, restez à l'affût et participez tous, venez en grand nombre. Mhm. Dernière semaine du mois d'octobre, il y aura la semaine de la République démocratique du Congo à Montréal. Wow. Non, c'est très intéressant. I'm looking forward to it. Pour de vrai, je vais être là, je vais voir s'il y a moyen de m'impliquer aussi. J'aimerais bien Toujours. pour pouvoir être là.
J'aimerais que tu puisses donner un peu des ressources d'information, que ce soit Mhm. des livres, des films, des émissions, que les gens, justement, après avoir regardé cet épisode-là, si ils ont un intérêt de pouvoir aller s'informer, ils puissent aller consulter ces ressources. Oui, bien sûr. Écoute, tu me parles de livres, j'en ai emmené même quelques-uns avec Mhm. moi. Ça, c'est peut-être mes recommandations personnelles. On a parlé tout à l'heure de Patrice Lumumba. Donc j'ai ces deux livres-là ici que je recommande. Celui-là ici en anglais, May Our People Triumph. Et celui-là, Lumumba, Africa's Lost Leader. Euh, Mhm. Moi, je pense que c'est deux livres très intéressants parce qu'ils te permettent de comprendre un peu la genèse Mhm. de la situation. Pour ceux qui ne le savent pas, à l'est de la République du Congo, il y a la plus grosse force de la MONUSCO. Donc, les casques bleus, aussi connus sous le Mhm. nom de casques bleus, les plus nombreux qui ont été stationnés dans l'Est de la République démocratique. Donc, que ce soit dans tous les conflits à travers le monde, l'ONU envoie parfois les troupes, les casques bleus. C'est l'endroit où ils en ont envoyé le plus. Mais historiquement, quand tu regardes depuis l'époque de Lumumba, déjà, l'ONU était présent. Il parle dans ses lettres personnelles de ce qu'il leur reproche et la manière dont ils ont géré la situation qu'ils pensent qui a contribué à déstabiliser Mhm. euh, sa place dans le paysage politique congolais. On parlait tout à l'heure de l'histoire du Congo. Il y a ce livre de Georges Nzongala Ntalaja qui s'appelle Congo from Leopold to Kabila, euh, qui fait un recap vraiment de la prise, la nomination du Congo en tant que propriété personnelle du Mhm. roi Léopold II, jusqu'en passant par l'indépendance, le coup d'État de Mobutu, suivi du coup d'État de Kabila. On a ce livre-là qui est beaucoup plus d'actualité. Peut-être que c'est un nom que tu as déjà entendu, Charles Onana, Mhm. qui est un chercheur d'origine camerounaise. Ok. Donc, il n'est pas congolais, mais il a écrit un livre qui s'appelle Holocauste au Congo. C'est un livre qui va, je vais dire le sous-titre aussi, l'omerta de la communauté internationale. Donc, l'omerta, c'est un peu la loi du silence Ouais. utilisée dans les mafias italiennes. Donc, il explique un peu pourquoi c'est un conflit qui n'est pas médiatisé, Mhm. qui est-ce qui bénéficie du passage sous silence de ce qui se passe à l'est de la République. C'est un livre peut-être que je recommanderais pour réflexion personnelle si vous êtes congolais, qui s'appelle Guérir le Congo du mal zaïrois. Mhm. Donc c'est un livre qui explique un peu l'importance en fait de sortir de ce mindset de nostalgie où parfois ça se peut que on ait entendu nos parents dire ouais le Zaïre c'était mieux, le Zaïre c'était mieux, mais de se Mais même moi, tourner quand vers je vois des l'avenir. anciennes vidéos, ça, C'était mieux. On va se mentir, tu vois. c'était mieux. Toi, c'est quand la dernière fois que t'es retourné au Congo? 2022, je pense. Ok, c'est assez récent aussi. Ouais. Tu vois, moi, je suis parti cet été, c'était qu'en 2024, et juste voir, C'est dégradé, hein. la dernière fois que j'étais retourné avant ça, c'était 2006, alors j'étais Mhm. encore tout petit, mais ça a trop changé, la Ouais, situation a changé, c'est même les vrai. trucs de Kuluna, maintenant, comment les gens ont peur, tout ça, Insécurité, tout ça. c'était pas comme ça avant. Et Mhm. même la population de Kinshasa, il y a Ouais, trop de gens. ouais. Tout le monde vient à Mais Kin. Je dis avoue, pas hein, nécessairement que j- l'économie est mieux aussi à j'ai Kin, tu rarement vois. vu autant de gens au même endroit. Mais il y C'est a là que tu vois c'est vraiment quoi une beaucoup de gens. mégalopole, en Ouais, fait. ouais, ouais. 13 millions d'habitants dans la même ville, c'est une Et dinguerie. ça, je sais même pas si les chiffres sont corrects. Ouais, c'est sûr, les derniers recensements, ça date. On est Ouais, même plus que ça en ce moment. ouais, Ouais, non. Non, c'est tout ce que tu dis, c'est vrai, mais je pense qu'il faut être optimiste et puis se ouais, tourner c'est vers ça. l'avenir. Et puis le dernier, c'est Du miracle rwandais au paradoxe congolais. Donc c'est un livre qui a été fait par un professeur ici, Mhm, au Québec, Rémi Kachingu, qui parle un peu, et c'est littéralement en fait le paradoxe et le manque de... En fait, le paradoxe entre l'ascension économique du Rwanda et puis la déchéance du Congo dans les dernières années, mhm, qui explique en fait les causes et puis comment cette ascension a été financée
par les crimes de guerre qui se passent à l'est du Congo. Mhm. Sinon, un livre que j'ai pas présentement avec moi, c'est Stratégie du chaos et du mensonge de Patrick Mbeko, qui était présent à l'événement qu'on avait fait en avril dernier, 2024. Pour ceux qui sont plus en termes de médias visuels, moi, je recommanderais peut-être le documentaire L'homme qui répare les femmes de Denis Mukwege, Ouais. docteur Denis Mukwege qui a gagné un prix Nobel de la paix. Mhm. C'est essentiellement lui, il explique un peu son quotidien. C'est un chirurgien qui répare les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles à, à l'est du Congo parce que malheureusement, c'est utilisé comme arme de guerre Mhm. pour briser mentalement les familles et détruire les gens. C'est des choses qu'ils vont faire devant les enfants, devant les maris de ces femmes-là, vraiment pour briser psychologiquement la population. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, moi personnellement, j'ai de la famille, j'ai des amis qui ont de la famille à Bukavu, à Goma. Et encore ce mois-ci, j'ai entendu des témoignages d'histoires comme ça qui se sont reproduites, tu vois. Donc ça, c'est révoltant. C'est du contenu qui peut être lourd à consommer, mais c'est nécessaire, je pense, pour vraiment connaître l'ampleur de ce qui se passe. Même chose pour l'Empire du silence, qui est un film qui met encore en vedette Denis Mukwege, et puis qui dénonce l'indifférence de la communauté internationale. Mais ouais, il y a énormément de contenu, même simplement sur YouTube, vous tapez, c'est sûr qu'il faut savoir déceler les sources peut-être biaisées ou les sources non fiables. Mais tout ce que moi j'ai dit en date d'aujourd'hui, vous pouvez le vérifier. Il y a le rapport mapping, il y a un dernier rapport du Conseil de sécurité de l'ONU qui date de septembre ou de novembre 2024, que des experts qui ont documenté. Donc tout ce que je dis, ce sont pas des accusations, c'est des trucs qui ont été prouvés Mhm. et qui ont été démontrés, que ce soit par images satellites, par des investigations professionnelles, l'implication du gouvernement rwandais et du gouvernement ougandais dans ce qui se passe. Donc moi, je pense que c'est important de dénoncer ça, aussi de responsabiliser les élus et les leaders congolais parce qu'il y a un manque de sérieux de leur part et puis on voit énormément de corruption parce que tout ça, ça serait jamais possible en fait sans la participation des gens de pouvoir. Donc il y a Mhm. beaucoup qui doivent se regarder dans le miroir ou qui doivent également faire face à la justice. Pour ça, on a notre part de responsabilité là-dedans. Mais peu importe votre origine, que vous soyez congolais, non congolais, que vous soyez rwandais, ougandais, la vie d'un être humain a plus de valeur que n'importe quelle richesse. Il faut apprendre à respecter la vie, à respecter son voisin, Mhm. essayer de travailler tous ensemble en communauté pour qu'on puisse en bénéficier au final, tu vois. Ouais. Moi, pareil, je crois encore que le panafricanisme, c'est quelque chose qui est possible. Euh, la coopération à travers les États, à travers les frontières, qu'on s'élève tous ensemble Ouais. en tant que frères et sœurs pour améliorer nos conditions. Mais c'est pas en se faisant la guerre pour des ressources et en s'entretuant qu'on va arriver. Tu peux peut-être gagner une victoire temporaire pendant quelques mois, quelques années, ton pays va aller. Mais regarde aujourd'hui. La poutre finit par retomber. Tous ces pays-là, toutes ces institutions-là sont en train de menacer le Rwanda de sanctions. Donc, c'est simplement, sur le long terme, personne n'en bénéficie. Ça en vaut pas la peine. Ok. Non, j'apprécie vraiment. Pour de vrai, je trouve que aujourd'hui, juste en parlant avec toi, j'ai tellement pu apprendre différents trucs. Mhm. Tu vois, j'ai l'impression que souvent, tu peux essayer d'aller te ressourcer, mais des fois, ça peut rester à la surface. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vraiment, même les gens qui vont écouter, les auditeurs, ils vont pouvoir entrer en profondeur sur le sujet. Ouais. Et après, avec les ressources justement que tu as partagées en ce moment, je pense que c'est quelque chose que, même en rentrant chez moi, tu vois, Ah oui. je vais pouvoir aller regarder ça. Je vais pouvoir aller regarder certains documentaires que tu as partagés, certains livres que tu as amenés aujourd'hui. Alors, je te remercie vraiment d'avoir mis en lumière tout ce qui se passe au Congo et l'histoire tellement riche justement de Mhm. notre peuple. Euh, Juste pour finir, je me demandais si tu avais un dernier message que tu aimerais donner aux éditeurs, où ils peuvent justement te suivre s'ils veulent savoir un peu ce qui va se passer justement avec Mhm. tes différents projets, tout ce que tu as à venir. Ouais, ben moi, c'est sûr que on peut me retrouver sur Instagram. Mon handle, c'est Mwene Congo. Donc, Mwene
Ouais. Je pense qu'il y a un underscore Congo avec un K. On va le mettre. Mais essentiellement, je suis très, je dirais, humble sur les réseaux sociaux. Je vais peut-être de temps à autre poster des événements qui vont être entrepris par la communauté congolaise, par des entrepreneurs ou des organismes congolais. Mais le vrai conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de vous informer et puis de continuer d'en parler. Que ce soit, si vous êtes Congolais, parlez-en à vos parents, faites vos recherches, parce que c'est pas vrai qu'en 2025, on peut dire l'excuse du je savais pas, en fait. L'information est tellement accessible. Si vous êtes non Congolais, parlez-en à vos amis ou à vos connaissances congolaises. Faites vos recherches aussi, et puis faites attention à quel type de médias vous consommez, parce que je vous dirais que parfois les grands médias, les chaînes d'information, parfois, ils peuvent être biaisés parce qu'ils ont leur intérêt. Ils n'ont peut-être pas envie de dire que telle ou telle multinationale canadienne ou québécoise a des mines et bénéficie de la situation. Mais il y a des recherches des journalistes indépendants. Par exemple, je pense à Alain Foka, qui a une chaîne très instructive sur YouTube. Lui, il a plusieurs vidéos. Je pense que il a fait une vidéo de plus d'1 heure qui est un reportage, un documentaire recherche très concise, très clair, qui s'appelle « Qui sont les vrais génocidaires dans le Kivu ?» Moi, je vous recommanderais d'aller voir cette vidéo. Vraiment, vous prenez 1 heure de votre temps, vous le regardez partie par partie. Faire ce type d'effort, d'aller chercher, d'aller vers l'information. Parce que c'est pas le genre d'information qui va vous être poussé. Et on voit clairement que lorsqu'on fait des marches, lorsqu'on partage, et lorsqu'on fait savoir le mot, tous ces multinationales ou ces gouvernements sont face à la vérité, leurs actions sont mises à la lumière et la population leur démontre qu'on ne va pas tolérer leur implication dans ce type de magouille et rester neutre. Donc ça les force à prendre position ou à se rétracter, et on l'a vu, on l'a vu dans ces derniers mois que carrément ils ont dû prendre action parce qu'ils étaient poussés par la population. Donc on a un poids, on a un rôle à jouer et on a la possibilité de faire une différence. Que ce soit la plus petite différence, même si c'est pas une donation, parfois c'est juste d'être présent à la marche, parfois c'est juste d'avoir la conversation avec quelqu'un d'autre. Ça peut être de signer les pétitions, comme ça a été le cas avec le Bayern a laissé leur partenariat. Des simples actions comme ça peuvent faire une énorme différence dans la vie peut-être d'un enfant ou d'une personne de mon âge, qui est techniquement tout ce qu'ils ont connu, même les gens qui ont ton âge à toi et moi, notre âge à nous, tout ce qu'ils ont connu, c'est la guerre. Tu vois, ça dure depuis plus de 30 ans. Donc, ça peut faire une différence dans leur vie. Non, bien dit. Encore une fois, j'apprécie que tu es venu. Alors, voici, ça c'est la fin de l'épisode de Business Fuel. L'épisode va être disponible sur toutes les plateformes. Alors, assurez-vous de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Spotify, Apple Podcasts et partout où vous écoutez votre podcast. Merci.